L'ordre et la morale, c'est le nouveau film de Mathieu Kassovitz en salle le 16 novembre. Ce vendredi soir, le film est diffusé en avant-première au cinéma Le Liberté à Brest. Avant la projection, Mathieu Kassovitz est de passage dans nos locaux accompagné de Philippe Legorju, capitaine du GIGN. Tout de suite, la bande-annonce et on se retrouve tout de suite après. Des images me reviennent en mémoire. Des souvenirs flous qui doucement se précisent. J'essaie de comprendre comment on en est arrivé là. À quel moment tout a basculé. Ceci est une histoire vraie. Alors Mathieu Kassovitz, pourquoi avoir choisi d'adapter plutôt ces événements au cinéma, donc de 1988 en Nouvelle-Calédonie? Parce qu'ils sont extrêmement symboliques d'une société dans laquelle nous vivons au quotidien et ces événements, quand on les comprend, quand on arrive à les analyser, sortent du pur domaine du fait divers pour rentrer dans une histoire un peu plus universelle. Et je pense que c'est intéressant qu'on s'y attarde pour non seulement observer le passé et un peu analyser notre pays, mais aussi pour comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit. Alors pour votre film, vous êtes basé sur le livre de témoignages de Philippe Legorju, donc à vos côtés. Comment avez-vous réagi lorsque Mathieu Kassovitz vous a proposé d'adapter votre livre en film? Oh, ça s'est pas fait comme ça. C'est une histoire qui a duré un peu plus de 8 ans. Et Mathieu m'a pas parlé d'abord d'adapter le livre. Il m'a d'abord parlé de l'expérience qu'il avait faite en Nouvelle-Calédonie. Il était déjà allé en Nouvelle-Calédonie avant de me rencontrer. Il avait lu également d'autres textes, et notamment un rapport de la Ligue des droits de l'homme. Et c'est simplement après qu'il est venu me voir, m'en parler, et me demander si j'accepterais de travailler avec lui sur la préparation de ce film. Et comment vous avez travaillé ensemble justement, Mathieu? En fait, on a fait naturellement un travail qui correspond aussi au domaine d'expertise et de spécialisation de Philippe. C'est que on a négocié pendant presque 10 ans avec la communauté kanak pour arriver à faire le film. Donc, on a travaillé beaucoup avec Philippe au-delà du film même pour apprendre à voir comment arriver à nos fins. Et ça nous a permis de travailler ensemble d'une manière assez proche, au-delà du film réellement. On a vraiment... un jour, Philippe m'a dit tu fais un travail assez proche de ce que moi je faisais aussi sur le terrain. Alors qu'est-ce que vous pensez du résultat final? C'est assez proche de la réalité? Ah, mais le film, c'est la véritable histoire. Au-delà de petits éléments du film qui peuvent toujours être discutés, mais le sens profond de l'histoire a été totalement respecté. Et toute l'histoire se passe de votre point de vue. Finalement, c'est un choix que vous avez fait. Il n'y a aucun autre point de vue que celui de Philippe Legorju dans le film, quasiment. Il y a plein d'autres points de vue possibles pour raconter cette histoire, mais la position, la réalité de ce que Philippe a vécu sur le terrain, il a été partout, il a été vraiment au contact de tous les acteurs importants de ce film, enfin de ce sujet, pardon, de cette histoire, et il a véritablement... Enfin, cet événement a changé sa vie et son point de vue est important pour nous puisque il a découvert toute cette histoire en la vivant et c'est un peu ce que je voulais que le spectateur ait comme expérience. Alors vous disiez tout à l'heure, vous êtes allé en Nouvelle-Calédonie pour faire des repérages, mais le film n'a pas pu se tourner en Nouvelle-Calédonie, mais en Polynésie. Pourquoi? En fait, quand on a travaillé pendant des années avec les gens là sur place, la question finale était est-ce qu'on peut tourner dans les lieux, dans la grotte, sur place, dans les villages, et qui était une volonté de ma part plus que de n'importe qui, parce que je pensais qu'on allait chercher de là une énergie spéciale. Mais les Kanaks eux-mêmes nous ont demandé à ce qu'on
portes le tournage parce que c'était un petit peu trop difficile pour eux de jouer des choses aussi intimes. Les gens qui jouent dans le film sont tous des gens en relation directe avec ceux qui ont disparu, avec les 19 Kanaks tués à la fin de cette affaire. Donc c'est très, très difficile pour eux de trouver un petit espace de liberté pour pouvoir revivre ça. Et donc ils ont demandé à ce qu'on aille tourner ailleurs et la Polynésie nous a accueillis. Encore trop tôt peut-être? C'est toujours trop tôt, mais je pense qu'après un certain moment, ça devient trop tard. Donc il y a une balance à faire et je pense qu'on est dans la bonne balance. D'ailleurs, ils nous avaient dit il y a 10 ans que c'était trop tôt et que ça prendrait peut-être 10 ans et ça a pris 10 ans. Le film n'est pas encore sorti en salle et il suscite déjà la polémique. Il ne sera pas diffusé dans les salles de cinéma de Nouvelle-Calédonie. Comment expliquer ce choix, enfin cette décision? Alors, on vient d'apprendre ça, donc ça nous a tous surpris. Je pense qu'on a fait diffuser cette information parce que ça nous a choqués. Il y a une levée de bouclier, évidemment, en Nouvelle-Calédonie, de gens qui ne comprennent pas pourquoi ce film ne serait pas diffusé là-bas. C'est quand même leur film et c'est la parole kanak. Donc je crois qu'ils sont en train de réfléchir en ce moment et de voir comment trouver des solutions. Donc on avance et on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'approbation. Mais effectivement, ce genre d'éventualité est extrêmement choquant pour nous. Et vous n'avez pas non plus été vraiment aidé par l'armée lors du tournage du film, notamment vous n'avez pas eu de prêt d'hélicoptère? Non, on n'a pas été aidé du tout par l'armée ou par le gouvernement. On a été fortement soutenu par les gens sur le terrain. C'est ça qui était intéressant, que ce soit les gendarmes ou les militaires ou même certains politiques en bas de l'échelle, les gens qui sont vraiment sur le terrain étaient plutôt pour que ce film existe, parce qu'ils en ont besoin eux aussi pour communiquer, pour pouvoir aussi exorciser les choses et pouvoir passer à la suite et pouvoir ouvrir des discussions. Mais dès qu'on remontait dans la hiérarchie, ça a commencé à bloquer et on est remonté jusqu'au ministre, mais ça n'est pas passé. Et dernière question, Philippe Le Gorju, qu'est-ce que vous avez fait après ces événements? Après ces événements, on a vu que vous avez énormément touché, marqué, changé votre vie peut-être, mais... Ça l'a pas. Enfin, fondamentalement, ça a renforcé beaucoup de valeurs dans lesquelles je croyais. Donc, il y a eu des effets extrêmement positifs. Là où ça a changé ma vie, c'est que par rapport à ma position de chef d'une unité militaire proche des instances gouvernementales, parce que traitant des affaires de sécurité d'État, j'ai compris que ça serait plus possible de continuer comme ça, que je ne pouvais plus faire confiance à un personnel politique qui dévoyait les valeurs de la République. En ce sens, ça a changé ma vie, parce que j'étais parti dans une vision, moi, de serviteur de l'État qui devait durer le plus longtemps possible. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai d'abord mis la maison GIGN, je l'ai laissée en ordre, j'ai préparé une succession qui s'est opérée 15 mois après, et ensuite j'ai plongé dans la vie de l'entreprise, et je n'en suis toujours pas sorti aujourd'hui, et je me passionne pour l'entreprise autant que je me passionnais pour la vie au GIGN, donc tout va bien.